Les batailles, elles sont beaucoup dictées par à la fois le fait qu'on a une vision qu'on a construite au départ et donc il faut contribuer à cette vision moyen terme et long terme, et puis en même temps il y a un côté très concret, très opérationnel. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Bonjour Louis. Bonjour Vincent. Écoute, merci de me recevoir ce matin dans tes super locaux de Sociable du coup, entouré de livres d'art, donc je pense que ça nous inspirera pour raconter de grandes choses ce matin. Écoute, merci. C'est moi qui suis ravi parce que je suis un grand fan de ton podcast, donc je suis très honoré. Bah écoute, ça me touche beaucoup. On peut remercier du coup Caroline Payou. Absolument. Que je remercie toutes les semaines en ce moment, du coup, vu qu'elle m'a mis en contact avec les 3/4 des entrepreneurs bootstrap de Paris. Mais oui, c'est un grand plaisir de te rencontrer grâce à elle, du coup, qui nous a mis en relation justement après être elle aussi passée sur Harmony Inside. Super. Bah écoute, du coup, Jean-Louis, trêve de remerciements et de description de ton environnement. Est-ce que tu peux du coup commencer par te présenter pour les gens qui nous écoutent? Bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-Louis Bénard. Je suis fondateur et CEO de Sociable, qui est une plateforme SaaS qui permet aux entreprises d'avoir des collaborateurs bien informés et engagés en interne et en externe. J'ai créé ma première entreprise dans le digital il y a maintenant 28 ans. C'est l'âge que j'ai, du coup. Voilà, et j'ai pas arrêté depuis. Voilà, je suis passionné de sport et de nature. J'ai la chance d'ailleurs de vivre dans la nature. Voilà, en quelques mots. Et tu n'es pas monté à Paris juste pour moi, Non, je viens très régulièrement à Paris. J'habite à Aix-en-Provence. Voilà. Tu as réussi à avoir la vie d'entrepreneur et à vivre au soleil en même temps. Et écoute, oui, je voyageais beaucoup avant le Covid, à la fois en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. Je me déplace beaucoup moins, mais voilà, je suis quand même très souvent sur Paris. Depuis qu'on a Zoom maintenant, voilà, on a arrêté de prendre des billets d'avion en business pour aller partout. Exactement. Je comprends tout à fait. Alors, du coup, effectivement, si on revient sur ton parcours un peu, tu nous as parlé de Sociable, tu nous as parlé de ta première boîte que tu avais montée du coup en 94. Ouais, 93, 94. Okay. Ouais. Donc t'étais encore étudiant? J'étais encore étudiant, absolument. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours entrepreneur, parce qu'il y a eu une troisième entreprise que tu as montée au milieu, Brainsonic, oui, qui est quand même pas une petite entreprise non plus. Donc oui, donc j'ai effectivement créé avec deux amis, on a développé notre première entreprise alors on terminait nos études. C'était l'une des premières agences web à l'époque où Google n'existait pas, Facebook n'existait pas, il n'y avait pas de téléphone mobile, ça paraît incroyable dans des personnes, mais on sortait du Minitel, quoi. Exactement. C'était le tout début de l'internet, et on faisait des plateformes e-commerce. On a notamment fait toute la plateforme e-commerce de Carrefour ou Shop. Voilà, donc c'est une entreprise qu'on a développé et qu'on a revendu à une filiale de Publicis au début des années 2000. Voilà, on était une centaine de personnes et voilà, une entreprise que j'avais démarrée avec Laurent, mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui, 28 ans après. Voilà, et donc après avoir revendu cette agence au début des années 2000, je suis resté un petit peu dans l'entreprise qui nous avait racheté, et puis 2 ans après j'ai remonté une autre entreprise, Brainsonic, qui est une agence digitale, une histoire aussi passionnante. Donc on a redémarré from scratch avec notamment Guillaume Mikoski, qui aujourd'hui est le CEO. D'accord. Et avec une équipe de collaborateurs qui au départ ont démarré stagiaires, où c'était leur premier emploi, et qui aujourd'hui c'est le board de Brainsonic. Ils sont, la plupart quasiment sont restés, donc très grande majorité du board sont des gens qui étaient là dans les premières années, en 2004 2005. Voilà, donc ça c'est en tant qu'entrepreneur
c'est vraiment plaisant de voir que les gens ont évolué et puis aujourd'hui gèrent l'entreprise, puisque moi je suis plus opérationnel dans la structure, je suis juste actionnaire, mais voilà, l'entreprise vit sa vie avec une équipe qui est vraiment formidable. Et en 2014, donc on a démarré au départ dans l'agence Brainsonic un projet qui est devenu ensuite une business unit, puis une filiale, puis une entreprise autonome qui a spin-offé et qui s'appelle Sociable, l'entreprise dont on parlait au départ. Alors, et du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où tu décides de remonter une boîte from scratch, parce que d'aucuns pourraient dire que c'est déjà suffisamment difficile de le faire une fois. Enfin, ta première boîte, elle s'appelait comment La première boîte s'appait FRA, Full Resource Associates. Très bien. Et justement, FRA, tu montes à 100 personnes à peu près. Ah, alors là, on a les sirènes de pompiers. Je couperai peut-être au montage. Ah, c'est le troisième. C'est le 3e arrondissement. Voilà. Du coup, je reprends la question. Donc, du coup, FRA, enfin, tu l'as monté à 100 personnes. Oui. Ce qui est quand même pas rien, c'est quand même suffisamment difficile, etc. Tu la revends. Qu'est-ce qui te motive à te dire, allez, je recommence tout, from scratch? C'est une bonne question. Je pense que moi, ce qui me motive, c'est à la fois de créer, mais aussi de développer et de créer à partir de rien. Je trouve que c'est un projet qui est passionnant. Je pense que à chaque fois, il y a eu aussi le souhait de réaliser quelque chose qui semblait difficile à accomplir. Donc, en fait, la difficulté m'attire. J'ai un petit côté, on y reviendra aussi un peu peut-être sur les valeurs, mais j'ai un petit côté face nord de la montagne. Ouais. Et voilà, donc c'est un moteur important pour moi à chaque création d'entreprise. Je crois que l'un des points communs, c'est la liberté en fait. C'est le fait que quand tu démarres de rien, une espèce d'étendue, de grande plaine devant toi, et ça c'est je pense quelque chose qui est vraiment qui m'attire beaucoup en fait au départ. Ouais, effectivement, on va en parler de ce côté difficulté face nord, etc. Mais ça démontre aussi de ta part des capacités d'adaptation entre guillemets qui sont assez incroyables. J'entends souvent d'entrepreneurs me dire, tiens, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime gérer, ou je suis plutôt quelqu'un qui aime créer au début, quand ça part dans tous les sens, que tu dois bricoler avec tout ce que tu peux trouver pour commencer à essayer de trouver des clients, etc. Mais c'est pas les mêmes métiers, entre guillemets, de gérer une boîte de 100 personnes que de créer un produit de zéro, quoi. Donc comment tu fais, toi, pour faire ces allers-retours en termes de posture, entrepreneur créateur jusqu'à CEO, entre guillemets, manager, quoi? Oui. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que à chaque fois, c'est un petit peu plus simple, parce que la musique est pas la même, mais il y a quand même des patterns qui reviennent, et donc je dirais à chaque fois qu'on recrée, on identifie déjà la succession des patterns qui vont se mettre en place progressivement. Et je trouve que c'est assez intéressant d'un point de vue personnel de passer d'une étape à une autre. Je crois que récemment tu recevais Alexandre qui disait c'est vrai qu'on change aussi de métier quelque part en changeant de posture, et c'est ça aussi qui donne de la variété. Donc moi aussi ce qui je suis quelqu'un qui est très terrain. Alexandre lui dit moi je cherche à prendre un peu de hauteur. Moi, je suis toujours très opérationnel. Okay. J'aime ça, et j'aime aussi cette proximité avec à la fois les clients, les équipes. C'est vrai que des fois, je prends un peu des images guerrières entre guillemets, mais c'est vrai que souvent le fait, enfin pour moi, ça reste développer une entreprise avec une logique bootstrap dans un univers qui ne l'est pas, ça reste un combat. Et
tu vois, je sais pas si tu connais la série Viking. Si, tu vois. Tout à fait, ouais. Et en fait, je trouve que, tu vois, ce côté où les managers sont au combat, tu vois, vraiment sur le terrain et pas simplement t'as un petit côté Ragnar, à regarder du haut de la plaine, tu vois, ce qui se passe. Tout à fait. Voilà, donc moi j'ai ce côté très terrain que j'aime. Alors c'est vrai qu'au fil de l'évolution des entreprises, je change de terrain quelque part. Bien sûr. Dès que je vois que j'ai plus de valeur à amener, que les gens sont autonomes et peuvent mener leur combat sans moi, je vais changer de terrain. Mais en tout cas, quand ils sont là, j'aime bien être à leur côté, très proche, et combattre avec eux quoi qu'ils fassent. Et donc, j'ai pas, tu vois, je me dis pas, il y a des tâches qui sont nobles ou des tâches qui sont pas nobles, etc. J'ai la même passion pour tout en fait. C'est parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être aux côtés des gens, de les voir évoluer et progresser. Moi, c'est ce qui me passionne. Et quand on voit, je pense avec le recul et les années, et tu vois des boîtes formidables, mais qui un jour, pour des raisons X ou Y, disparaissent. Elles sont rachetées, etc. Les gens pensaient changer le monde, et puis ils ont fait bouger des choses. Mais au final, les entreprises disparaissent. Et qu'est-ce qui reste une fois que ces entreprises ont disparu? Eh ben, il reste souvent des gens qui ont vécu des expériences, qui ont appris des choses, et qui ensuite ont un parcours personnel, soit de création d'entreprise, soit vont reprendre des postes super dans d'autres boîtes. Et le fait de se dire que on a pu quelque part, de manière modeste, mais contribuer à les faire évoluer dans leur parcours, c'est finalement à peu près la seule chose qui reste une fois qu'une entreprise a disparu. Et c'est une belle façon de penser l'entrepreneuriat, effectivement. Et alors, justement, pour reprendre ton analogie sur les batailles vikings, et cette super série, du coup, qu'on recommande à tous ceux qui écoutent. Alors, en fait, il y a aussi ce côté, quand ton entreprise grossit, le nombre de champs de bataille va globalement, augmenter aussi. Tu as la bataille de ton produit, de ton marketing, de toutes les emmerdes légales que tu peux avoir, le RH, etc. Et il y a aussi ce côté que justement quand ta boîte grossit, tu dois changer de posture. C'est comment toi tu choisis tes batailles au fur et à mesure? Les batailles, elles sont beaucoup dictées par à la fois le fait qu'on a une vision qu'on a construite au départ, et donc il faut contribuer à cette vision moyen terme et long terme, et puis en même temps il y a un côté très concret, très opérationnel, et surtout quand tu as une logique d'autofinancement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à toutes les étapes tu es complètement autofinancé, mais en tout cas tu tends vers l'autofinancement qui pour moi est le gage de la liberté en fait, ne plus avoir une pression, une dépendance vis-à-vis d'un tiers pour choisir ta voie. Et ben ça passe par des choses très concrètes, c'est-à-dire que à la fois il faut la vision à 5 ans, et en même temps il faut descendre les poubelles le soir quand tu démarres, parce que si tu le fais pas, personne le fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc il y a autant de valeur pour moi à descendre les poubelles, parce que c'est une étape nécessaire aujourd'hui qu'à construire la vision moyen terme. Donc tu as raison, l'un des enjeux clés, c'est où est-ce qu'on met l'énergie, où est-ce qu'on met les priorités. Moi j'essaye de répartir mon énergie et mon temps entre à chaque fois la construction de cette vision, et donc ça passe aussi à la fois par du benchmark. Je suis un grand fan du benchmark. Je pense que c'est surtout quand tu as des moyens qui sont limités et qu'à côté tu as des structures qui ont beaucoup d'argent, qui vont tester 10 choses différentes et finalement choisir une. Il est probable qu'elles l'ont choisi pour de bonnes raisons. Donc le fait de faire du benchmark aide beaucoup. Moi, je suis beaucoup à l'écoute des clients. C'est pour ça que c'est l'un des intérêts aussi d'être très opérationnel, c'est que la vision, elle se nourrit du terrain. Et donc, le fait d'écouter à la fois les collaborateurs et les clients, ça aide beaucoup à construire une vision qui soit pas une vision hors sol, mais qui soit vraiment connectée au réel. Donc, j'essaye de répartir mon temps entre ça, et puis
de faire progresser et d'aider au maximum les gens qui ont été embauchés à un instant T. Donc en fait on démarre souvent avec un noyau de personnes qui est très réduite, qui vont être complémentaires. Alors moi j'ai l'avantage d'avoir construit beaucoup de mes entreprises avec donc Laurent Gauthier, mon associé, et on est très complémentaires. Lui gère toute la partie produit, tech. Moi je suis plutôt sur la partie business, même si tous les deux on vient de la tech. Notre première boîte, on était tous les deux des codeurs, donc on a une formation d'ingénieur, donc on se comprend, on est très proches et en même temps on fait des choses qui sont assez différentes. Donc on va souvent agréger autour de nous un noyau dur de personnes. Moi c'est vrai que je démarre pas forcément avec des gens qui sont expérimentés. Okay. C'est pas mon critère numéro un. Presque moi mon critère numéro un c'est des gens avec qui j'aime bien travailler, avec qui j'ai envie de travailler. Donc on va souvent avoir un mix entre des gens expérimentés et puis des gens qui sont plus jeunes mais qui amènent aussi des choses différentes, une énergie qui est différente, et c'est cette combinaison là. Et dès que les gens ont progressé, ont acquis une autonomie, eh bien je vais déplacer mon énergie sur d'autres sujets. Et on essaye de faire avancer en même temps effectivement le marketing, les ventes, le customer success, le légal, etc. Donc ça demande un split de son temps, mais voilà, il faut faire avancer tous les chantiers en même temps un peu. Oui, effectivement, et tout, c'est une bataille, c'est au final la bataille permanente, quoi. Exactement. Je vois tout à fait. Alors, du coup, tu parles beaucoup de vision là-dessus. Alors, du coup, ça me donne une bonne opportunité pour revenir sur Sociable. C'est quoi la vision justement que tu portes pour Sociable? Du coup, ta dernière entreprise en date et celle qui t'occupe le plus aujourd'hui. Alors, c'est assez curieux parce qu'on est dans un monde de surinformation et pourtant souvent les collaborateurs d'une entreprise ils sont pas bien informés. Alors soit ils sont surinformés et c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont en office. Ils ont de multiples canaux d'information, un volume d'informations et donc finalement ils perdent un peu des fois le sens de la vision de leur entreprise, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, etc. Et puis à l'opposé, tu as des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont dans les magasins, dans les entrepôts, dans les usines, qui eux sont complètement sous-informés. D'ailleurs, on a souvent même pas considéré que c'était important qu'ils aient un terminal professionnel, une adresse email professionnelle. C'est ce dans notre jargon on appelle les frontline workers. Oui, c'est ça. Et ces gens-là, en fait, ils sont quasiment déconnectés de leur entreprise. Donc, nous, notre mission, c'est de dire, on va aider les entreprises à avoir l'ensemble de ses collaborateurs, et notamment les frontline workers, bien informés sur ce qui est important pour eux, et ça peut être à la fois des choses très opérationnelles. On va parler de communication opérationnelle sur quelqu'un qui est en magasin, quand est-ce que vont avoir lieu les livraisons, quelles sont les nouvelles règles Covid dans le magasin, etc. Ou alors des choses qui sont beaucoup plus globales, quelle est la stratégie de l'entreprise, quelles sont les tendances de l'industrie dans laquelle le collaborateur travaille. Donc l'idée c'est de pouvoir bien informer le collaborateur sur ces sujets, et là c'est plutôt top-down, mais c'est aussi de mettre le collaborateur au cœur de cette communication, par le fait de lui faciliter la contribution, donc à la fois de la création de contenu, de la remontée de sondages, pour capter de l'information. Peut-être que le siège a besoin de cette information, mais souvent au niveau local, on a besoin de cette information aussi. Je vais prendre un exemple très concret. Tu vois, on est en train de déployer Sociable chez Primark, donc il y a à peu près 75 000 collaborateurs dans le monde, une très grande partie qui sont sur le terrain, dans les magasins. Peut-être que, si je prends l'exemple des sondages, peut-être que l'entreprise a besoin d'avoir un sondage global sur, l'état des troupes,
mais il est probable aussi que le responsable de magasin, lui, il a envie de faire passer des sondages qui sont des sondages très concrets, du genre est-ce que d'après vous on a amélioré le temps d'attente en caisse ou pas, voilà. Et donc il faut que à la fois au niveau global et au niveau local, on puisse informer les gens, on puisse remonter de l'information et engager les gens autour de ça. Donc on a plusieurs leviers d'engagement qui sont au cœur de Sociable. Il y a à la fois le fait que les gens puissent participer et puissent voir que leur participation a un impact, et puis on a aussi des leviers d'animation comme de la gamification, comme le fait de pouvoir récompenser l'engagement des collaborateurs avec des initiatives RSE. Alors nous on est très engagés sur tout ce qui est reforestation. Donc un collaborateur, par son engagement du quotidien, il va pouvoir replanter des arbres sur la planète, et peut avoir accès d'ailleurs à sa forêt, voir combien il a économisé en empreinte carbone, etc. Donc on essaye, c'est un exemple, on essaye d'aligner le travail avec des choses qui donnent du sens aux collaborateurs, et que ce soit quelqu'un qui est au siège proche de la direction, ou quelqu'un qui est dans un magasin, dans un entrepôt, et c'est ça qui est que je trouve passionnant en fait, c'est de pouvoir reconnecter des gens qui longtemps ont été déconnectés de leur entreprise, pour voilà finalement j'aime pas d'ailleurs dire qu'on donne un sens au travail des gens, parce que je pense que c'est à chacun de trouver son sens. Et ton produit, voilà. c'est pas le rôle de ton produit de le faire. Et c'est pas. Je pense que l'entreprise, elle est pas là pour donner un sens au travail. Elle est là pour donner aux collaborateurs les moyens de trouver un sens à ce qu'il fait. Mais c'est la personne qui trouve un sens. En tout cas, nous, voilà, notre mission, c'est d'aider les gens, d'aider les entreprises à informer et à engager leurs collaborateurs, que ce soit des entreprises, je dirais, de taille moyenne, ou des entreprises avec plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de collaborateurs. Et là-dessus, il y a toujours eu un gap, en fait, où l'entreprise essaye de travailler sur ce sujet, de bien informer, d'engager ses collaborateurs, mais voilà, l'historique montre que c'est pas si facile que ça. Effectivement, c'est la réaction que j'ai eue en préparant du coup cette interview. C'est très difficile. Alors, effectivement, le case que tu fais pour les frontline workers, etc., c'est une situation que j'entends complètement et que je ne connais pas pour le coup. Moi, les seuls souvenirs que j'ai de ça, c'est quand j'étais consultant dans un cabinet, tu recevais des communications corporate, tu sais, des newsletters, etc., qui sont des trucs complètement interstellaires, et en fait, il y a même des gens qui mettaient des règles directement dans la boîte mail pour que ce genre de truc corporate aille directement en corbeille, quoi. Ou dans un dossier dans lequel qui sera jamais ouvert. Du coup, comment tu fais pour garder des nouvelles générations, entre guillemets, engagées autour de ces espèces de corporate qui, objectivement, angoissent tout le monde, sachant qu'en fait, tes concurrents là-dessus, c'est pas tant, je sais pas, Yammer ou un autre réseau social d'entreprise, c'est Instagram, voilà. Facebook, TikTok, quoi. Alors, il y a plusieurs leviers. Déjà, il faut que l'interface, elle soit hyper sympa. Okay, donc c'est-à-dire que nous, la communication, c'est une communication qui est avant tout photo, vidéo. Ok. Parce que et d'ailleurs notre interface, elle ressemble pas à un mur traditionnel Facebook, Yammer, Teams. C'est une interface qui est hyper visuelle, qui est pensée bien sûr mobile first. Okay. Donc on a des apps mobiles qui sont souvent brandées d'ailleurs aux couleurs de l'entreprise. Okay. Chez Coca-Cola, Euro-Pacific Partners, l'appli s'appelle pas Sociable. Elle a un nom qui est spécifique. Oui, une marque blanche. Exactement, exactement. Donc déjà, il faut que l'interface elle soit super visuelle, elle soit super sympa, qu'elle soit donc elle est gamifiée. Okay. Ça c'est le premier levier, donc contenu photo, vidéo, audio. Le deuxième levier, c'est qu'il faut que la communication elle soit ciblée sur les personnes en fonction de leur contexte. Et c'est la première marque de respect que l'entreprise peut avoir auprès d'un collaborateur. Quand par exemple on a vu ça chez les entreprises qui nous ont contactés en période de Covid, quand tu envoies une newsletter sur les bonnes pratiques de télétravail à des gens qui ont été mis en chômage partiel, c'est compliqué parce qu'en fait le collaborateur en conclut que
l'entreprise ne sait pas qui je suis, ne sait pas qui je suis, donc m'envoie des choses qui ne me parlent pas. Et c'est vexant. Et c'est vexant. Et c'est normal que ce soit vexant. Donc il y a un gros travail de création d'audience. Et c'est souvent quand on met en place Sociable, on travaille beaucoup sur ces sujets de gouvernance et de segmentation d'audience pour dire en fait un contenu il ne doit être envoyé que si il est pertinent par rapport à l'audience cible. Et ça c'est un levier d'engagement fort. Si le collaborateur a le sentiment que on lui parle à lui de manière spécifique, on a bien compris qui il était, ça va l'aider bien sûr à s'engager. Et le fait que lui-même y soit en contribution, et d'ailleurs pas simplement bottom-up, mais en peer-to-peer. Donc on a par exemple un système de reconnaissance avec des kudos. Okay. Donc généralement ce que nos clients font, c'est qu'ils vont justement bien identifier des kudos qui mappent des valeurs de l'entreprise. Okay. Et puis un collaborateur si l'une des valeurs c'est l'entraide, et le collaborateur il va pouvoir donner un kudos à quelqu'un, d'ailleurs en privé ou en public. Parce que des fois, on n'a justement pas envie que ce soit public, mais on dit voilà, c'est sympa, tu m'as aidé là-dessus, je t'envoie un kudos. Donc, on a aussi des moyens de communication qui sont pas simplement vers le haut, vers le bas, mais aussi transversaux. Et c'est ça aussi un levier d'engagement important. On dit souvent que les gens sont pas engagés pour leur entreprise, et je pense que c'est pas complètement exact, et notamment justement des gens qui sont sur le terrain, ils sont souvent très engagés pour leur équipe. Oui, complètement. Les gens qui travaillent, c'est une population qui en tout cas qui me parle beaucoup. Donc je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont sur le terrain, et souvent la réalité elle est très différente des schémas qu'on peut avoir justement de gens qui sont pas engagés. En fait, c'est des gens qui sont extrêmement engagés pour leurs collègues. Un collègue peut pas prendre un shift, ils vont le prendre à leur place, etc. Par contre, effectivement, ils sont pas forcément très engagés pour leur entreprise parce que leur entreprise leur a pas montré des signaux comme quoi elle était engagée pour eux. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que des fois des entreprises qui se disent OK, on va reprendre contact avec nos personnes qui sont sur le terrain. Le Covid a joué un rôle important sur en fait ces gens-là comptent, et donc ils disent OK, on va se remettre à parler ensemble. Et des fois le premier réflexe des gens qui sont sur le terrain, c'est de dire attends, en fait pendant 15 ans tu m'as jamais parlé, maintenant tu veux me parler, mais peut-être que moi j'ai pas envie de te parler pour l'instant. Donc il y a une fracture qui s'est créée, qu'il faut arriver à refermer, mais je pense que souvent les gens qui sont sur le terrain sont très engagés pour quelqu'un ou pour quelque chose, pas forcément pour leur entreprise, mais ils sont souvent très engagés. Mais il y a un engagement réel effectivement qui paye du coup tu capitalises là-dessus. Ok, je comprends bien. Alors ça nous amène forcément du coup au grand sujet de ce podcast, que ce soit dans ce que tu observes chez tes clients ou même toi dans les 3 entreprises que t'as montées, parce que t'as fait grandir, etc. Dans tous ces processus de croissance, comment est-ce que tu juges l'importance d'une culture de la culture entreprise, et notamment d'avoir fait un travail réel et volontaire là-dessus, et de pas juste subir la culture qui existe entre guillemets quoi. Après, tu vois, toutes ces années, je pense que l'un des fondamentaux clés, espèce d'invariant, tu vois, sur toutes les histoires que j'ai pu avoir au fil du temps, la culture, c'est un invariant fondamental. C'est vraiment le socle clé, tu vois. Les technologies passent entre ce qu'on faisait dans les années 90 et ce qu'on fait maintenant, plus rien à voir, mais la culture c'est une fondation essentielle. Et si tu veux, sur ce sujet, le temps m'a aidé aussi à maturer sur c'est quoi la culture? Est-ce que la culture, elle
elle est plutôt bottom up, elle est plutôt top down, etc. Et en tout cas, je dis pas qu'il y a de réponse unique, tu vois, là-dessus, mais en tout cas, mon sentiment, c'est que et pour moi, pour ce que en tout cas, je sais faire, je sais pas faire autrement, mais la culture de l'entreprise, c'est quelque chose qui pour moi est fondamentalement top down. Elle vient en fait des fondateurs. Et en tout cas, moi, chaque fois que j'ai créé une entreprise, j'ai cherché à m'entourer de personnes qui avaient un set de valeurs, un ensemble de valeurs proches, très proches des miennes. Moi, je suis un grand fan de ton podcast, et en fait, comment est-ce que j'ai eu envie d'écouter ton podcast? C'est par le titre, en fait, parce que la notion d'harmonie, quand j'ai Harmony Inside, je me suis dit, en fait, l'harmonie, c'est quelque chose qui est hyper important, et donc surtout quand je démarre une entreprise, je cherche à m'entourer de gens avec qui on va raisonner, une espèce de résonance sur des valeurs qui nous sont communes, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plus l'entreprise grandit, si on a fait effectivement ce travail qui est notamment sur la phase de recrutement, de recruter des gens qui sont en harmonie avec les valeurs qu'on a, et tu as une résonance globale qui fait que l'entreprise est en harmonie. Et si jamais un jour tu intègres quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, il y a une dissonance immédiate qui se crée, et le système rejette, quoi. Et le système le rejette. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est ce que tu disais dans l'un de tes épisodes précédents, c'est il y a pas de gens qui sont toxiques par nature. J'en suis convaincu aussi. Je pense que simplement il y a des gens qui sont en dissonance dans certains contextes et qui ne le sont pas dans d'autres. Donc c'est important effectivement, et c'est presque plus simple, tu vois, quand l'entreprise a déjà grandi un petit peu, c'est plus facile parce qu'on voit tout de suite s'il y a une dissonance ou pas. Et donc pour moi, tu vois, j'entends que des gens se disent on va travailler sur nos valeurs, on va essayer d'identifier quelles sont nos valeurs, etc. Mais en fait, j'ai pas ce besoin-là, enfin j'éprouve pas ce besoin-là, parce que quelque part l'entreprise a grandi tout de suite avec des gens qui sont en résonance avec mes valeurs personnelles. Et d'ailleurs, je ne me verrais pas travailler dans une structure, et tu vois, parce c'est vraiment le bootstrap, c'est un côté un peu sympathique, etc. Mais la réalité, en tout cas ma réalité à moi, c'est que c'est très dur. Et même après 28 ans, tu vois, c'est chaque jour, je prends mon bouclier, mon armure, et je descends au combat. Tu vois, jamais je me suis dit, en fait, c'est simple, c'est jamais simple. Mais je pourrais pas le faire si les gars qui combattent à côté de moi, on partage pas les mêmes valeurs. Ce serait impossible, tu vois. Et des fois, je sais plus si c'est sur un de tes podcasts où quelqu'un disait, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où les collaborateurs s'étaient entendus sur un ensemble de valeurs avec lequel moi fondateur j'étais pas complètement aligné, et en fait j'étais un peu pour le coup j'étais en dissonance avec mais ça déjà ça serait impossible pour moi, et surtout j'ai le sentiment que ça peut pas arriver parce que la manière dont on recrute fait que naturellement on partage un set de valeurs qui est immuable, tu vois. C'est des valeurs en fait, j'ai pas le sentiment, par exemple, que en fonction de la taille de la structure, le set de valeurs doit changer, tu vois, et qu'on dit on va revisiter nos valeurs, parce que pour moi c'est des éléments qui sont fondamentaux et qui notamment, parce moi j'identifie plusieurs ensembles de valeurs, mais c'est pas sur des valeurs qui sont des valeurs personnelles, elles sont immuables quelque part, indépendamment de la situation et de la taille de l'entreprise. Et justement, ces convictions que tu as sur les valeurs, la résonance, le fait de t'entourer de gens qui du coup sont en résonance avec toi, c'est une conviction que tu as toujours eu, quelque chose que tu as toujours fait naturellement, ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un apprentissage particulier qui t'a fait te dire oui, il faut prêter attention à ce sujet-là?
Ouais, alors c'est très bonne question. Non, en fait, je suis pas arrivé immédiatement à cette conclusion. Et j'ai essayé justement au cours de mes aventures de chercher de la diversité en fait, en me disant mais c'est intéressant aussi de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs parce que ça va peut-être créer une espèce d'ouverture et en fait à chaque fois que je l'ai fait, je suis arrivé à la conclusion que il y avait plus de que les dommages étaient plus importants que les bénéfices. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai évolué, j'ai essayé et puis je suis arrivé à la conclusion que en fait il valait mieux des gens qui soient en résonance très forte avec c'est toujours un sujet chez les gens à qui tu parles un peu pour la première fois aussi, du sujet des valeurs, etc. Ils vont dire non mais après nous on veut pas faire l'armée des clones quoi. On veut pas recruter que des gens qui sont comme nous, etc. Et en fait c'est juste pas sur le même niveau logique entre guillemets quand tu parles de ça. Tu peux recruter des gens qui sont très différents de toi en termes de compétences, exactement, en termes de ce que tu veux, tu vois. Exactement. Mais c'est comme tu fais pas rentrer dans ta famille quelqu'un avec qui tu partages pas des valeurs, des convictions profondes et sur lesquelles t'es pas aligné sur une vision du monde, quoi. Exactement. Donc je repose ça là parce que c'est tellement un sujet qui revient tout le temps, non mais après on va être tous pareils. Non, il s'agit pas de recruter que les gens qui ont fait la même école que toi pour des gens qui partagent tes valeurs, quoi. Exactement. Et tu vois, on a beaucoup de nationalités chez Sociable. Là, on a notamment, tu vois, on a un bureau à Mumbai. Je pense qu'il y a bien sûr, par exemple, des spécificités culturelles qui sont très fortes. Tu vois, entre on a des Américains, on a des Anglais, on a des Indiens. Il y a des spécificités culturelles très fortes. Et pourtant, il y a des valeurs qui sont des valeurs communes et qui transcendent les spécificités culturelles, tu vois, et qui font que tu peux être en résonance. Et d'ailleurs, par exemple, le fait que tu est capable d'écouter et de respecter, qui sont des valeurs importantes pour nous, l'autre, fait que tu peux t'adapter à des différences culturelles, parce que justement tu as des valeurs qui sont des valeurs communes de respect et d'écoute qui transcendent les cultures de chacun, tu vois. Alors justement sur cet aspect international, ce qui est hyper intéressant, je pense que là, niveau face nord, c'était quand même pas mal aussi, en termes de difficulté. Donc t'as ouvert des bureaux en Inde, aux États-Unis, je crois aussi, et au Royaume-Uni, encore peut-être un peu plus près que le reste. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Surtout que tu imagines qu'on a dû te dire que c'était très compliqué de faire ça, surtout dans un modèle bootstrap. Oui. Alors, effectivement, on a choisi de monter dès le premier jour une entreprise globale. Donc on travaille en anglais dès le premier jour, on travaille quasiment qu'en anglais. De toute façon, comme il y a beaucoup de réunions ou de même écrit sur Teams de gens qui ne parlent qu'anglais, en fait toute la boîte parle anglais uniquement. Donc c'est notre langue, je dirais, principale. On l'a fait dès le premier jour. On a voulu être global, avoir aussi quand même des points de présence en région, parce que c'est important pour l'accompagnement d'avoir par exemple en APAC un point de présence, et on est sur un segment qu'on appelle les enterprise sales, c'est-à-dire que on vend en priorité, pas que, mais on vend en priorité à des grands comptes sur des très gros projets. Et faire ça avec des moyens financiers limités, tout le monde nous a dit c'est impossible. Oui, c'est impossible. On va en parler après, parce que c'est pas compliqué, mais en fait, parce que justement tout le monde nous disait c'est impossible, on s'est dit c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et donc on a effectivement et avec Laurent, mon associé, on a fait, tu vois, on s'est dit ce projet qui est peut-être d'ailleurs notre dernier projet, tu vois, parce que quand t'es 30 ans au combat, tu donnes beaucoup, tu vois, mais on s'est dit si c'est notre dernier projet, et c'est possible que ce soit notre dernier projet, on va faire la face nord de la montagne la plus difficile qu'on puisse faire, et on s'est dit celle-là, tout le monde dit tellement ne le faites pas, c'est impossible, que ça nous tente bien, on va faire ça. Je vois complètement. Et du coup on arrive à ça,
t'es sur alors là tu vas me dire si mon analyse est mauvaise ou pas, et donc tu vends un produit qui est quand même un produit tech, c'est une plateforme, tu la vends, donc ce dont tu parles en mode enterprise sales, c'est des trucs que tu vas sur les déploiements à l'échelle d'une boîte, tu vas pouvoir faire des POC, etc., mais in fine c'est ça que tu vises, donc on est sur des cycles de vente qui vont être fondamentalement très longs, oui. Plusieurs mois, voire même quelques années. Souvent 12, des fois 18 mois. Ouais, c'est ça, ouais. Un an et demi, donc c'est très très long. Oui. Et quand tu démarres ça et que tu veux pas lever de fonds, enfin, il y a un moment où même moi je me dis mais t'as un problème de cash, quoi. Oui. Je suis pas un grand financier d'entreprise, quoi. Absolument. Mais alors, il faut que ta boîte elle tourne, que le produit se développe, que tu payes les gens, et oui. Tu peux pas attendre 18 mois pour avoir vendu un truc, quoi. Alors, moi je travaille depuis plus de 20 ans avec un partenaire financier qui s'appelle Ardian, okay. Qui est un fonds qui investit, donc qui est très différent des fonds traditionnels, enfin des fonds tels qu'on les connaît. Et qui est un des plus gros fonds de la place. Qui est un très gros fonds. Ouais, il gère 120 milliards d'actifs. C'est un très gros fonds, ouais. Et donc nous on est dans une petite entité qui s'appelle Ardian Grosse, qui est déjà grosse, mais et c'est un fonds qui investit dans des structures rentables. Okay. Généralement. Moi, j'ai commencé à travailler avec eux sur ma première entreprise. On a investi dans FRA. Et donc, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Ils me font plutôt confiance. Donc, ils ont raison, ils ont plutôt bien gagné leur vie avec mon travail aussi en tout cas sur les investissements qu'ils ont fait. Donc, les premières années, effectivement, on a perdu chaque année quelques centaines de cas, ce qui n'était pas d'ailleurs énorme par rapport aux besoins qu'on avait. Donc on était déjà en mode, même en mode bootstrap, comme tu dis, quand tu lances un logiciel qui va être sur de l'enterprise sales, c'est très difficile d'être jour 1 rentable. Donc on a Ardian a investi sur ces premières années. Aujourd'hui, on est en autofinancement. On fait une croissance annuelle d'à peu près 25-30% par an, tout en étant rentable. Ardian ne nous met pas la pression en nous disant mais il nous faudrait une croissance de 70% ou 80%. En fait, c'est nous qui définissons la manière dont on veut avancer en maintenant notre rentabilité. Donc quelque part, ça limite notre croissance, mais ça gêne pas plus Ardian que ça. Mais effectivement, les premières années, c'est très difficile. Ça reste encore très difficile puisqu'on est face à des acteurs qui ont levé pour la plupart plus de 100 ou 150 millions, nos principaux compétiteurs américains. Alors comment est-ce que on peut arriver à résoudre cette équation? Il y a plusieurs leviers. Il y a à la fois la qualité du produit et la qualité des équipes qui font le produit. Donc les gens qui travaillent sur le produit, à la fois Laurent, mais on a aussi beaucoup de personnes qui en fait travaillent avec nous, certains depuis 20 ans, depuis 15 ans ou 20 ans. Donc c'est une équipe qui est quand même plutôt expérimentée et qui adore le côté Fast Nord. C'est-à-dire on est justement face à des équipes de développement qui sont peut-être beaucoup plus importantes, mais en fait c'est ça qui nous amuse, c'est de réaliser un produit qui est d'ailleurs très bien noté par les analystes américains, Gartner et Forrester, alors que on a des équipes de développement plus réduites. Donc, je dirais la nature des équipes qu'on met en place est fondamentale quand t'es petit, et c'est pour ça qu'on est très sélectif sur le recrutement. On préfère ralentir la croissance plutôt que de faire des compromis sur le recrutement. Et puis, l'avantage aussi quand même d'enterprise sales, c'est que au final, tu vas répondre à des appels d'offres. Et tu peux avoir 300, 400 commerciaux. La réalité, c'est que sur un appel d'offres, tu vas mettre juste une petite équipe de 3-4 personnes, généralement, parce que c'est comme ça sert à rien d'en mettre plus. Et nous, là-dessus, on est plutôt bon, parce que Laurent et moi, tu vois, on a à peu près 60 ans d'expérience sur la réponse à appel d'offres. Donc, et quand on y va, tu vois, on prend nos boucliers, on y va pour gagner. Donc, on est très vif sur les appels d'offres, et ça nous avoir une compétition qui va peut-être durer 1 an. Ça nous fait pas peur. On a fait ça toute notre vie dans des structures de services aussi avant. Donc on a monté une machine, tu vois, pour gagner ces appels d'offres. Et c'est vrai que
on voit bien, tu vois, nos compétiteurs américains, quand on gagne des très gros deals, ils sont, on l'a par la borne, tu vois, on a souvent de l'info, soit par des fonds, soit etc. Ils sont exaspérés parce que comment c'est possible qu'ils aient encore gagné avec tous les moyens qu'on a mis dedans, quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est ça en fait qui nous amuse, tu vois. C'est le fait de battre les stades de probabilité, de dire si en fait cet appel d'offres on va le gagner, et en plus c'est vrai que nos clients nous aident beaucoup parce que nos clients sont contents et ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc quand il faut convaincre un nouveau grand compte, si tu as déjà un grand compte qui dit c'est génial, une fois que la machine est lancée, c'est facile. Exactement. Et c'est entre guillemets au début, enfin même pour, faut les recevoir les appels d'offres quand tu crées ton truc, quoi. Oui. Donc oui. rien que ça, c'est pas. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est Microsoft. En fait, Microsoft était un client important de l'agence. D'accord. Et ça a été notre premier client pour Sociable. Ah ouais. On a déployé sur 15 000 personnes chez Microsoft dans une quarantaine de pays. Ils sont pas concurrents de Sociable, Microsoft? Non, ils avaient, en plus, nous, on a un volet qui est un volet à la fois comme interne, mais on a un volet qui est un volet employé advocacy. Et sur la partie employé advocacy, Microsoft avait besoin d'une solution, au début de l'entreprise. En fait, ils ont pris, et donc ça nous a donné tout de suite une référence internationale. La solution était déployée dans une quarantaine de pays. Ça se passait bien. Ça se passait bien. Là, ça nous a beaucoup aidé, bien sûr. Bien sûr. Et alors, je reviens sur ce que tu dis sur ces appels d'offres. On parlait aussi avant de la résonance que tu peux avoir avec tes clients. Là, je tente le truc, mais je veux bien que tu m'expliques comment est-ce qu'on fait pour gagner un appel d'offres. Enfin, parce que visiblement, ça a l'air d'être une expertise chez toi, donc je suis obligé de te poser la question. Mais est-ce que tu mets aussi en avant le côté notre culture est comme ça, on bosse comme ça, et ça va parler plus ou moins du coup à la personne en face en termes de résonance. Oui. C'est vrai que on va pas rentrer forcément dans le détail de nos valeurs, mais on a une approche qui est une approche quand même globalement très low profile. Ok. Face souvent à des acteurs qui sont un peu survitaminés par les fonds qui ont levé et qui viennent, je pense pour certains, avec un peu d'arrogance, et t'as des clients qui sont pas gênés par ça, d'autres qui détestent ça. Et donc des fois, tu vois, on gagne, et c'était le cas aussi par le passé, tu vois, sur Brainsonic. En fait, le capital sympathie que tu peux amener, des fois, il compte énormément. Tu vois, peut-être qu'au final, les produits sont proches, pas, etc. Mais t'as des gens avec qui tu fites mieux. T'as l'impression que ils vont moins te regarder de haut en disant, vous savez, nous avec les 300 millions qu'on a levés, etc. Et donc on a des clients qui, je pense, sont en résonance avec nous là-dessus. C'est-à-dire que ils aiment bien notre côté un peu low profile. Ils aiment bien aussi notre côté un peu, tu vois, les Vikings qui sont sur le terrain. Tu vois, on est tous très opérationnels, et donc je pense que ça joue. Après, comment est-ce qu'on gagne un appel d'offres? C'est beaucoup de méthodes. En fait, c'est la construction aussi de frameworks qui vont te permettre, après chaque appel d'offres, de continuer à progresser. Tu livres énormément de documentation écrite, donc c'est des centaines de pages, tu vas pas tout réinventer à chaque fois, donc ta capacité à maîtriser ce framework, à l'améliorer en permanence est essentielle. Et puis sur la partie orale, la partie soutenance, il faut pas être bon, en fait, il faut être très bon. Il faut être très bon, et ça, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices et beaucoup de pratique. Et c'est vrai que le fait de l'avoir pratiqué pendant plusieurs dizaines d'années, ça aide beaucoup. Bien sûr, parce que tu retrouves des schémas classiques sur la configuration des gens qui t'écoutent, qui ils sont. Tu vas identifier des signaux faibles très rapidement, parce que tu les as déjà vus dans le passé après avoir répondu à des centaines d'appels d'offres. Donc ça aide beaucoup, bien sûr. Mais c'est un sport de compétition, quoi. C'est un sport de compétition et qu'on trouve assez sympa. C'est un peu comme donc moi je fais beaucoup de courses à pied. Ce que j'aime bien dans cette compétition, c'est que elle est accessible à tous. Je m'y suis mis récemment, tu vois. Écoute, là, je suis parti pour essayer de courir un semi-marathon, paraît-il. Donc, ça sera déjà pas mal. Voilà. Tu vois,
bon, il faut des chaussures. Et encore, tu vois, dans plein de pays, les gens courent sans chaussures. En fait, c'est un sport qui est accessible à tous, sur lequel tu peux avoir un niveau de compétition très élevé et chacun à son niveau peut progresser en s'entraînant, etc. Tu vois, t'as pas de barrière, et c'est ça aussi qui nous amuse. En fait, je trouve il y a beaucoup de similitudes entre le sport et l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est vrai que ça nous amuse bien, ça. Mais je rêve un truc là-dedans, c'est que tu parles le sport qui te vient, c'est la course à pied. La course à pied, c'est quand même un sport où tu te bats essentiellement contre toi-même ou avec toi-même, tu fais comme tu veux, mais tu te bats pas contre les autres, quoi. Enfin, ton but quand tu fais des courses de fond, oui. Pas forcément de battre tout le monde, quoi. C'est de faire un meilleur temps ou déjà de la finir. Donc ouais, on parle d'appel d'offres, on parle de compétition, mais au final, c'est pas du tout dans une approche de je me bats contre ma compétition, quoi. Non, mais si tu veux, d'ailleurs, tu vois, quand on perd un appel d'offres, tout de suite, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi on l'a perdu et comment on peut progresser. Tu vois, parce qu'en fait, je pense que ce qui nous anime, c'est une espèce d'exigence de se dire on veut être au top, tu vois, et indépendamment, on n'a rien contre nos compétiteurs, tu vois. En fait, ils sont là quelque part pour nous aider à relever la barre en permanence. Un peu comme quand tu fais une course, l'intérêt de faire une course, c'est que tu as des gens qui te tractent parce que ils sont devant toi, et c'est un peu la même chose quand tu fais un appel d'offres. C'est bien d'ailleurs quand on voit qu'il y a tous nos gros compétiteurs américains sur un appel d'offres, on dit c'est top, c'est top. C'est la bonne course, quoi. C'est la bonne course. Exactement. Je vois complètement. Et c'est intéressant parce que t'en parles en disant oui, c'est le capital sympathique qu'on peut amener, etc. Quand on t'écoute, ça c'est plein d'humilité, entre guillemets, la manière dont tu le présentes, c'est très low profile, comme tu peux le dire. Tes clients, c'est pas non plus, des petites boîtes, du quartier, entre guillemets. Enfin, tu nous sors Coca-Cola, Microsoft, Primark, c'est énorme aussi, un peu moins en France, mais c'est énorme dans le monde. Enfin, bon, t'es quand même pas allé chercher des petites boîtes. Et du coup, ça me pose aussi la question, tu disais, on va pas rentrer dans le détail des valeurs. Si, faisons-le, justement, carrément. Enfin, toi, tu distingues 3 types de valeurs, je crois, des types personnels, interpersonnels et exactement. Et des valeurs qu'on va appeler des valeurs travail. Travail, ouais, ça. Donc comment ça marche, toi, chez toi et chez Sociable? Oui. Donc, des valeurs personnelles, c'est effectivement des choses qui, par exemple, tu vois, le fait d'être low profile, c'est une valeur qui est importante pour nous. Et je trouve ce qui donne aussi de la personnalité, c'est d'avoir des valeurs personnelles qui sont quelque part en tension. Tu vois, par exemple, nous, une valeur qui est importante pour moi, et donc je sais qu'elle l'est pour les gens qui sont rentrés chez nous, c'est l'ambition. Et tu peux très bien, ça paraît des fois un peu paradoxal de se dire, est-ce que quelqu'un qui est humble, etc., il peut avoir de l'ambition? Mais oui, en fait. Oui, c'est des choses qui sont pas incompatibles. Alors que, en fait, souvent, la personne qui est humble... Ne pas écraser d'autres, tu vois. Enfin... Et tu vois, c'est aussi, d'ailleurs, sur le recrutement, il faut être attentif, parce que quelqu'un qui est humble te dit rarement qu'il est humble, puisque justement, par essence même, il va pas te dire qu'il est humble s'il considère que... plus humble que soi. Voilà, donc il va pas te dire qu'il est humble. Et d'ailleurs, il te dit rarement qu'il est ambitieux aussi, parce que une espèce d'humilité, il n'ose pas dire que il a une ambition. Donc il faut. Mais la réalité, c'est que, et en tout cas, moi, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, et je pense qu'elles sont importantes aussi pour les gens qui sont à Sociable, c'est que tu peux avoir cet aspect low profile et être ambitieux à la fois. Donc ça, c'est des exemples de valeurs personnelles. Ouais. Et nous, on a pas mal de, que ce soit des valeurs personnelles, interpersonnelles au travail. En fait, on a pas mal de valeurs. Des fois, c'est vrai, les gens nous disent, nous, on a simplifié, on a 4 grandes valeurs, uniquement celles-là. Nous, on aime bien avoir une richesse parce qu'en fait, tu définis quelque part une persona sociable, pas simplement avec 4 coups de peinture. Nous, on en a pas mal parce qu'il y a une espèce de finesse sur un certain nombre de choses. Le fait que les gens soient courageux, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc voilà, on a un certain nombre de valeurs qui sont personnelles. T'as des valeurs interpersonnelles, c'est des valeurs qui se manifestent dans ta relation aux autres. Donc le fait par exemple que tu sois capable d'écouter l'autre, qu'il y ait une écoute, et que cette écoute
soit vraiment de l'écoute active. Tu vois, tu es concentré entièrement sur ce que dit la personne. Un bon moyen d'ailleurs de voir quelqu'un qui est en écoute active, c'est que quand tu as fini de parler, normalement, la personne ne peut pas te répondre immédiatement. Parce que si elle te répond immédiatement, ça veut dire qu'elle était en train de préparer sa réponse pendant que tu parlais. C'est très dur pour un podcast. C'est vrai. Mais tu vois, chez nous, le fait que quelqu'un ne réponde pas immédiatement, c'est plutôt un signe de respect. Ça veut dire que tu as été dans l'écoute intégralement et que une fois que la personne a fini de parler, tu processes ce qui a été dit et tu vas formuler une réponse. Donc ça, c'est des valeurs qui sont des valeurs interpersonnelles qui reposent quand même souvent sur des valeurs personnelles parce que en fait, quand t'es pas low profile, généralement, tu as une capacité d'écoute assez faible. Tu veux tout de suite imposer ta vision, etc. Donc, les valeurs interpersonnelles, elles ont quand même une certaine dépendance par rapport aux valeurs personnelles. Et puis après, tu as des valeurs que je vais appeler des valeurs travail. C'est plus des modes de travail. Donc, par exemple, le fait que tu benchmarks. Tu veux démarrer quelque chose, là, ton premier réflexe c'est de benchmarker ce que les autres ont fait. Ça, c'est une valeur essentielle pour nous, mais qui est une valeur travail qui est un peu différente des valeurs interpersonnelles, des valeurs personnelles. Et donc on travaille sur ces trois ensembles de valeurs qu'on va entre guillemets évaluer lors du processus de recrutement. Nous, on utilise une méthode générique qui est la A méthode de recrutement, mais qu'on a pas mal customisé, et notamment pour évaluer les personnes sur ces trois ensembles de valeurs. Du coup, je sais pas te répondre directement, du coup, maintenant. Non, mais ce que je sais, enfin, tu m'en avais un peu parlé pour rien cacher aux gens qui nous écoutent de ça avant qu'on enregistre. Et pour le coup, j'avais trouvé ça très intéressant, notamment parce que, du coup, tu crées ce qu'on appelle un système de valeurs. Et, enfin, est-ce que tu mesures aussi la capacité qu'elles vont avoir que ces trois échelons, entre guillemets, vont avoir à interagir, entre eux? Parce que effectivement normalement on parle plutôt sur 3-4 grandes valeurs cardinales. Oui. Et c'est plutôt nous ce qu'on prêche d'ailleurs en général à nos clients, tu vois, parce que derrière ça te permet de les décliner en disant dans ce contexte-là cette valeur-là elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire ça, ce qui marche aussi. Oui. Ta logique est intéressante. C'est sûr que t'as des valeurs au sein de cet ensemble, t'as des valeurs qui ont presque un côté transversal, c'est-à-dire que reprenons le cas de la valeur low profile, entre guillemets, parce que t'es low profile, tu vas avoir une capacité d'écoute de l'autre et tu vas avoir une propension naturelle à benchmarker, parce que tu considères pas que ce que tu fais c'est ce qu'il y a de mieux, puisque t'es low profile, donc tu vas dire ok, je vais regarder ce que les autres font et je vais essayer de tirer le meilleur de ce que les autres font. Et comme tu es ambitieux, tu vas te dire, je vais faire plus un par rapport à ce que j'ai identifié de très bien chez les autres. Donc, tu vois, ce côté low profile, en fait, il est bien sûr, c'est une valeur vraiment core personnelle, mais la réalité, c'est qu'il vient soutenir des valeurs interpersonnelles et des valeurs de travail aussi. Je vois complètement. C'est vraiment, ça me fait beaucoup que j'étais sur ce truc-là. Oui, ce que je me posais comme question, c'était autant je vois il y a cette complexité, tu vois, qui m'oblige à articuler les trucs. Autant, et en plus t'es dans un modèle où tu lèves pas d'argent, entre guillemets, tu peux pas jeter de l'argent dans des énormes campagnes de marque employeur, de recrutement, etc. T'as quand même besoin de recruter des gens. Et cette réflexion sur ce système de valeurs avec des interactions complexes, ça le rend aussi très difficile à marketer, entre guillemets, à l'extérieur. Oui. Et alors, du coup, comment est-ce que tu fais pour que les gens qui sont à l'extérieur de Sociable comprennent ça et se disent « Ah, ça me correspond, j'ai envie de postuler, j'ai envie de venir ». Oui. C'est difficile. Très bien. J'ai pas te raconter de crack. Tu vois, non, mais carrément. C'est très difficile. Donc, ce que je sais, c'est que quand on a démarré un contact avec quelqu'un, on démarre un entretien, un premier entretien, etc. Généralement, on a une capacité à aller au bout
si la personne match nos critères, qui est assez forte, parce que si on a fait déjà un travail de screening correct, les gens ils sentent tout de suite une espèce de résonance avec plein de choses qui leur parlent, d'ailleurs qui ne matérialisent pas, parce qu'on leur dit pas alors voilà on a 3 ensembles de valeurs, on va vous tester sur tout ça en fait. Donc ils se disent naturellement sur la manière dont les gens me parlent, m'écoutent, etc. J'ai l'impression que je suis chez moi. Et d'ailleurs, si la personne sent pas ça, c'est qu'on a un problème, qu'on s'est malade. Donc, je dirais quand la personne nous, on a réussi à démarrer le contact, ça se passe plutôt bien. Maintenant, sur la phase amont, qui est une espèce de part de voix dans ce bruit ambiant où tout le monde montre les muscles. Et encore une fois, tu vois, je veux pas être trop critique là-dessus, mais avec quand même beaucoup de structures qui ont levé beaucoup d'argent et qui, je trouve, ont un côté très donneur de leçons sur c'est quoi tu vois le bien-être au travail, c'est quoi, etc. Et nous d'ailleurs on est les premiers à, etc. Mais bon, tu vois, quand tu sais que ça reste du marketing, parce que c'est des attentes aujourd'hui de la génération qui intéresse ces boîtes-là à côté, quoi. Oui. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas les rois du sujet, tu vois, parce que déjà, c'est pas forcément aligné avec nos valeurs, tu vois, d'aller clamer sur les toits, on est les meilleurs de ceci, de cela. Donc voilà, sur le fait d'être visible, c'est difficile, mais voilà, au final, on va chercher beaucoup à l'extérieur. Donc on a une équipe RH aussi qui va aller essayer de trouver des personnes au regard du parcours. Tu vois, par exemple, des gens qui font du sport en compétition, c'est souvent intéressant. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait du sport en compétition, une espèce d'exigence personnelle, de résilience, enfin il y a plein de choses qui sont intéressantes dans quelqu'un qui fait du sport en compétition, indépendamment de ce qu'il a fait, de son parcours. Donc voilà, on essaye d'identifier les choses et d'aller plutôt vers les gens, parce que c'est vrai que on n'est pas c'est difficile à expliquer tout ça de l'extérieur, mais quand on fait un parcours de recrutement, généralement ça se passe bien, parce que la personne naturellement sent que une fois qu'elle est rentrée dedans, que ça se passe bien. Et c'est à ce niveau-là en général, effectivement, le fait d'avoir fait tout ce travail sur tes valeurs, etc., fait que la résonance, ça va être facile à détecter ou pas. Mais effectivement, comme tu me dis, c'est ce côté, mais en fait il y a tellement de bruit en amont de ce process-là que c'est super compliqué pour attirer des gens, quoi. Après, nous on n'est pas on cherche pas forcément des gens qui ont des parcours exceptionnels. Tu vois, je vois là où on est, t'as des dans cet immeuble, t'as des gens qui recrutent. Tu vois les suites avec je sais pas, MIT, etc. Tu vois, les rockstars, quoi. Les rockstars. Et nous on fait pas trop ça, déjà parce que ces gens-là viendraient pas forcément chez nous, mais comme on aime bien ce côté face nord, on se dit en fait, et nous, tu vois, on se considère pas comme justement étant des gens exceptionnels. On se dit, ce qui est sympa, c'est d'arriver à faire des choses extraordinaires avec des personnes qui ont eu un parcours tout à fait, je dirais, classique, normal. Tu vois, nous, j'aime bien le côté aussi. Alors, tu vois, Viking, c'est une référence. Et puis mon autre référence cinéma sur le sujet, c'est le Seigneur des Anneaux. Je suis un grand fan aussi. Et pourquoi ? Parce que en fait, au final, ce sont des gens tout à fait ordinaires qui, confrontés à des situations d'une difficulté extrême, se révèlent extraordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Donc moi, en fait, j'ai ma question, tu vois, des fois aux gens, c'est en fait, est-ce que tu as envie de faire partie de la communauté de l'anneau, ou est-ce que tu as envie de rejoindre l'armée des orques? Et ben nous, on trouve que c'est plus sympa, tu vois, la communauté de l'anneau, et quelque part plus galéré, mais ouais. Tu vois, et j'ai dans ma première boîte, mon directeur technique, qui travaille encore avec nous aujourd'hui chez Sociable. Comment est-ce qu'il est devenu directeur technique ? Donc, on n'avait que des devs. Dans la première boîte, on a une centaine de personnes, beaucoup de devs, et les chefs de projet,
grosso modo, pouvaient choisir un peu les devs avec lesquels ils allaient travailler sur leur projet. Et tu avais un chef de projet qui disait, moi, je vais prendre tous les développeurs que les autres ne veulent pas prendre. Ok. Tous ceux qu'on m'a dit sont mauvais, j'en veux pas, etc. Je les prends et je vais vous montrer que avec ces gens-là, on va réussir les projets. Et en fait, c'est cette personne-là qu'un jour on a nommé directeur technique, parce qu'on s'est dit, en fait, cette capacité à prendre des gens qui ont été identifiés par d'autres comme pas forcément des winners, etc. Et en fait, les accompagner et faire en sorte que ce soit des champions, cette personne-là, c'est top, parce que finalement réussir avec des gens qui sont déjà des cadors, etc. C'est peut-être pas si dur que ça, tu vois. Donc nous, notre côté Face Nord, tu vois, il s'applique aussi à ça. Et donc sur le recrutement, on va pas forcément aller chercher des gens qui sont issus de grandes écoles, etc. Oui, et puis t'as pas forcément non plus vocation à recruter 100, 200, 300 personnes par an, quoi. Non, exactement. Parce que aussi, le fait de travailler sur les enterprise sales, tu as pas besoin de tant de personnes que ça. On va signer des gros deals qui sont souvent à plusieurs centaines de cas euros par an. Il en faut pas tant que ça pour continuer à te développer et à grandir. Donc, on peut être... tu vois, on n'a pas besoin de recruter des armées entières. Et tu peux pas aller plus vite que la musique non plus. Non. Donc, ça te servira à rien, quoi. Et on veut pas, tu vois, tu vois, le risque, par exemple, c'est quand tu recrutes très rapidement. Ça m'est arrivé un peu dans ma première boîte, parce que, en fait, on est passé, la première boîte, tu vois, on était passé de 4 à 100 en 2 ans, à peu près. Donc, et le problème de ça, c'est que tu recrutes des gens qui recrutent. Ok. Et donc, si jamais tu t'es trompé, oui, complètement. Ces gens-là recrutent des gens qui ont un set de valeurs alignées sur le leur, mais qui n'est pas forcément le bon initial. C'est ça qu'il faut les écrire et les graver, limite, quoi. Exactement. Donc le fait de, tu vois, de prendre son temps, de vérifier que les gens à qui tu confies des responsabilités de recrutement sont bien en résonance complète avec toi, c'est super important. Et donc on préfère prendre notre temps plutôt que d'être dans une logique où tu vois des gens qui recrutent, tu dis mais c'est bizarre, cette personne qui recrute, on est bien sûr qu'elle est en résonance, tu vois, avec nous. Donc ça prend plus de temps, c'est vrai. Je vois tout à fait. Écoute, je pense qu'on arrive à la dernière question du podcast que tu connais, du coup. Et en tout cas, merci pour tout ça. Et du coup, question traditionnelle, même si tu t'as donné, je pense, énormément de valeur pour des entrepreneurs dans ce podcast-là, mais aujourd'hui, quel serait toi le conseil que tu donnerais à un dirigeant, un chef d'entreprise, un entrepreneur qui se pose la question de est-ce qu'il faut que je travaille sur ma culture entreprise ou pas? Alors, je lui dirais à la fois oui et très tôt, en réfléchissant d'abord à c'est quoi son set personnel, son ensemble personnel de valeurs. Et sur ces 3 axes, en fait, quelles sont mes valeurs personnelles, mes valeurs interpersonnelles et mes valeurs de travail, parce que en tout cas moi c'est ma conviction, c'est il faut recruter des gens qui sont alignés avec ces valeurs. Et d'ailleurs pour ce faire, il faut avoir une équipe RH très tôt. Donc, tu vois, Sociable, on a dû intégrer quelqu'un quand on était 10. Ouais. Tu vois, donc, quand je vois des structures des fois qui ont 50, 100 personnes, il y a toujours pas de RH, c'est incroyable. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est souvent le fondateur qui fait le RH, un des fondateurs. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très important d'avoir quelqu'un qui, bien sûr, d'ailleurs, côté RH, est en alignement total avec les valeurs et qui va aider à ce que notamment le premier noyau, il est fondamental que il soit bien aligné sur les valeurs. Donc ça prend du temps, donc il faut investir sur le sujet très tôt, parce que le faire plus tard, c'est compliqué, parce que en fait t'as des gens qui sont peut-être bien dans l'entreprise, donc tu vas faire des compromis parce qu'ils ont pas complètement le même jeu de valeurs avec toi. Donc voilà, ma recommandation, c'est il faut le faire très tôt. Merci pour ça. Merci pour ce conseil. Merci pour ce moment ensemble. C'était un plaisir. Partagé. Je suis ravi d'avoir pu venir. Voilà. Plaisir partagé. Merci beaucoup Jean-Louis. À bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.